Bonjour Emmanuel et Kochia, merci d'avoir accepté l'invitation de la maison dans des circonstances un peu particulières puisque nous sommes séparés par beaucoup de kilomètres, mais néanmoins je suis sûr qu'on va pouvoir échanger de manière riche. Je vous présente mais très très brièvement puisque toutes les informations sont disponibles aussi en ligne dans le cadre de ces rencontres autour de la problématique de survivre, mais je rappelle quand même que vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie médiévale au départ, avec un parcours universitaire très très riche qui vous a mené dans différents pays. Beaucoup d'entre nous vous ont découvert grâce à un article du Monde en 2010, article très enthousiaste qui vous a fait vraiment découvrir d'un plus large public, même si vous avez déjà une autorité dans votre propre domaine. Et personnellement, j'ai été tout spécialement intéressé un peu plus tard, en 2017, par la publication de votre livre que j'ai amené la vie des plantes, qui rejoignait des objets que je prenais moi-même pour études dans le cadre de questions environnementales, écologiques et naturelles. Et vous venez de publier, alors là, beaucoup plus récemment, un nouveau livre qui rejoint par un autre biais cette même problématique, Métamorphose. Vous aviez publié avant d'autres livres, Le bien des choses, la vie sensible, Le bien dans les choses, la vie sensible. Je pense que compte tenu de ces journées, nous allons essentiellement nous concentrer sur les deux livres que j'ai présentés d'abord, mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'abord que vous nous expliquiez votre parcours d'Italie en France, mais surtout dans la recherche de vos objets, et aussi avec au moins une particularité dans votre formation quand vous étiez encore jeune, parce que je pense que ça explique aussi l'intérêt que vous avez, par exemple, pour la vie des plantes. Donc, si vous pouviez simplement esquisser un peu un parcours et comment vous en êtes arrivé à ces questions-là. Pas évident pour un philosophe dans une tradition attendue. Et merci tout d'abord pour la présentation, Pierre. Donc j'ai eu un parcours scolaire et universitaire assez décousu qui s'est déployé sur de disciplines très différentes, de la théologie médiévale au droit, de la philosophie à la philologie, de la botanique jusqu'à l'architecture en ce moment. Mais ça se doit au fait que je me suis considéré toujours un peu un amateur, un peu quelqu'un qui n'a pas derrière soi une espèce un pedigree scolaire fait, qui ne vient pas des bonnes écoles en fait, parce que au tout début de ce qui est considéré à être un peu les commencements d'une carrière scolaire, j'ai été envoyé par ma mère ou à cause d'un ensemble de circonstances dans un lycée agricole. En fait, ma mère était inconsciemment grande féministe, donc elle a envoyé ma sœur aînée au lycée classique, donc l'école où on est censé, l'école de l'élite culturelle et économique de l'Italie, où on est censé apprendre les Grecs et les Latins. En plus, c'était un établissement privé, catholique, archi-cher, etc. Et moi et mon frère, elle nous a dit, vous allez de toute manière pas aller à l'université, donc il faut apprendre un métier. Et moi, je me suis retrouvé à faire des études pour devenir paysan et mon frère à faire des études d'informatique. Au fond, c'était une stratégie gagnante parce que probablement pour démontrer à ma mère que j'étais quand même bon, j'ai non seulement fait l'université, je suis devenu prof à la fac, donc, mais ça a produit un double de placement. Tout d'abord, je me suis retrouvé pendant 5 ans au milieu du nulle part, parce que cette école sublime d'ailleurs était un peu égarée, perdue dans la campagne au centre de l'Italie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette mode pour l'écologie, la nature, même l'agriculture biologique qui nous caractérise aujourd'hui. Donc, c'était un choix d'exil social assez fort, comme à dire,
qu'on fréquentait cette école signifiait à cette époque se rayer de n'importe quel groupe d'amitié, réduire à zéro tes propres chances sentimentales avec qui que ce soit. Donc, mais surtout passer du temps à contempler, c'était ça le vrai déplacement, pas que social, mais à contempler des êtres tels les plantes qui sont très loin, qui étaient très 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 loin du champ considéré digne de l'attention des intellectuels. Et j'ai passé donc 5 ans. À cette époque, j'étais très très passionné par la chimie. Et j'étais tellement passionné que j'ai donné des TD aux amis de ma sœur qui faisait la médecine en fait. Donc, je grandis dans ces contextes et après j'ai clairement compris que ni l'agronomie ni la chimie. La chimie en fait j'y ai renoncé surtout parce que j'ai connu, parce qu'on avait la chance d'avoir des études théoriques très poussées mais aussi des études pratiques. Donc je compris très vite que la vie de laboratoire est très chiante en fait. Passer la vie, les journées à mêler de poudre ou de liquide n'est pas très exaltant. Donc je me suis tourné vers des études de philosophie. J'avais découvert Nietzsche et plein d'autres lectures. Et à partir de là, je commençais en Italie, mais je suis parti assez vite, à 20 ans, 21 ans, pour l'Allemagne. Et à partir de là, après, ça a été un peu un parcours très mené par hasard, parce que je me suis retrouvé en Espagne pendant 1 an, à Barcelone, ensuite en France, ensuite à Francfort, ensuite encore en France, après à Fribourg, en Allemagne, encore une fois, jusqu'à quand il y a 10 ans presque. J'ai eu ce poste à Paris et je me suis un peu calmé. Sinon, j'ai passé une bonne quinzaine d'années à changer de place, de nation, de pays, tous les 2 ans si tout allait bien, sinon tous les 6 mois en fait. Ce qui me manque énormément, je dois dire, surtout à ces moments où on est obligé à rester tout le temps à la maison. Je peux imaginer ça, et je crois évidemment que l'originalité de votre pensée tient aussi à l'originalité d'un parcours qui n'a été formaté par aucun académisme. Et personnellement, quand j'avais appris ce passage par ce lycée agricole, ça m'avait fort marqué. Et du coup, j'avais beaucoup mieux compris d'où pouvait venir ce livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, la vie des plantes. On peut peut-être commencer par discuter un peu autour de cette question de la vie des plantes. Votre livre prend place, alors du côté de la philosophie, dans une véritable actualité pour l'univers végétal. L'université, mais aussi les écrivains, ont peut-être, dans un premier temps, tournés vers l'environnement naturel à travers un regard qui a porté sur les animaux. Les Animal Studies font écho à un grand nombre d'ouvrages qui, d'abord dans les pays anglo-saxons peut-être, et puis en France aussi, se sont développés, alors en particulier autour de la question du bien-être animal, qui a permis d'ailleurs aussi à ce qu'en philosophie, toute la question de l'éthique reviennent au premier plan, alors qu'elle n'était peut-être, là je ne parle pas en spécialiste, mais qu'elle était peut-être moins visible. La question de l'éthique animale a remis les choses quand même, a remis l'éthique aussi au premier plan. Vous participez de cet intérêt qui est un peu postérieur pour l'univers végétal, le règne végétal, mais vous n'êtes pas seul. Enfin, il y a des livres qui ont touché le grand public, et en particulier le livre de Peter Wohlleben, mais aussi le livre de Haskell, Un an dans la vie des forêts, par exemple. Enfin, il y a toute une série d'ouvrages très régulièrement aussi informés du côté scientifique qui s'est intéressé à ça. Mais vous y intéressez, alors avec cet arrière-plan de formation aussi dans cette école agricole, mais vous vous intéressez en philosophe et en observant que la philosophie ne s'y est pas beaucoup intéressée. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire comment vous y êtes venu? Alors oui, autrement que par la question biographique, mais quels enjeux spécifiques est-ce que le regard d'un philosophe engage autour de la question des plantes?
Et oui, je voulais juste revenir pour un court instant sur la question d'auparavant, parce que je suis quelqu'un qui a l'esprit de l'escalier, donc j'arrive à la question toujours Il faut ça. quelques minutes après. Non, parce que j'avais raconté tout ce détour et cet étrange parcours d'études, pas juste pour présenter une biographie de Garment, mais parce que, voilà, au-delà des disciplines que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune et pour lesquelles j'ai eu la chance de me passionner très très vite, mais ce détour par d'autres disciplines que celles qui sont considérées comme les reines du savoir était très important tout d'abord parce que, vous savez, il y avait un philosophe allemand, Gunther Anders, qui disait que l'essence de la culture, c'est les détours, en fait. Ce qu'on appelle culture, c'est un détour par rapport à, disons, à l'accomplissement de nos fonctions et de nos tâches. Mais surtout parce que ça m'a, du coup, comment dire, à un moment, j'ai dû apprendre les latins et les grecs, j'ai dû les faire seul. À un moment, j'ai voulu apprendre la philosophie et je ne suis pas passé par, comme en Italie on faisait au lycée, par l'apprentissage d'une histoire. Donc, j'étais obligé à considérer que de toute manière, quoi qu'il arrive, on est autodidacte, en fait, et que le rapport au savoir est toujours un rapport qui est plus médié par le désir que par un quelques maîtres. Après, évidemment, si on a la chance d'avoir un maître, c'est beaucoup mieux parce que ça va plus vite. Mais ça, c'est très important, tout d'abord parce que c'est une position des détresses au début, mais des grandes libertés, parce que du coup, on est face au savoir, on peut apprendre n'importe quoi sans avoir peur. On sait qu'on est de toute manière des amateurs. Et amateur, c'est un peu l'exacte signification du mot philosophe. Les mots philosophes font un grec, veut dire un mot, c'est lui qui désire savoir, c'est lui qui est animé par une passion de la connaissance. Mais ça veut dire aussi un amateur face à l'expert. Au fond, on a utilisé philosophe pour contrer l'idée des sophistes, de l'expert, en fait. Donc, juste pour dire que, du coup, la philosophie m'a paru à un moment comme la posture naturelle de face au savoir, et comme les prétextes font pour rester un peu autodidacte, pour avoir, les prétextes pour apprendre n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment, en fait. Donc, la philosophie, au fond, c'est ça, c'est pas une discipline particulière. Pour revenir à votre deuxième question sur cette ouverture de la philosophie, et pas que de la philosophie, des sciences, des savoirs, tout d'abord au règne animal et ensuite au règne végétal. Tout d'abord, vous avez cité les livres de Peter Wohlleben, de Haskell. Donc, il y a eu un changement radical, dans les débats publics qui... les livres de Peter Wohlleben a véritablement changé la donne. Ça a été un succès inouï en Allemagne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est une personne vraiment exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a raconté que ce n'est pas son premier livre, c'est son 16e livre. Et non, il en avait écrit énormément avant. Et en fait, il m'a dit, en fait, c'est les livres qui a eu il a commencé à avoir du succès lorsqu'il a arrêté la posture qu'avant il avait de dire tout va mal, on est face à un apocalypse, etc. Et il a essayé de mettre dans les livres un grand espoir, une vision plus positive, en fait. C'est un livre important, donc, pour cela, parce que ça change un peu, disons, de ce point de vue, la posture de la littérature écologique, mais ça change, c'est un livre important, malgré tous les critiques qu'on lui a fait, aussi parce que, au fond, c'est un livre dont l'une des thèses principales était de dire, si on veut comprendre comment vivre ensemble, il ne faut pas se pencher sur l'histoire, il ne faut pas non plus se pencher sur les animaux comme font toute une tradition, même morale, philosophique avait fait, il faut regarder la forêt. Ce qui est révolutionnaire, parce que normalement la forêt était ce qui s'opposait à la ville. La forêt vient du latin, vous me l'enseignez, parce que vous êtes philologue, silva forestis, qui veut dire les bois qui à la porte de la ville ou à l'extérieur de la ville. Donc c'était vraiment le camp des réfugiés des non-humains, quoi, de tout ce qui s'oppose au progrès, à la civilisation, etc.
Donc c'était un geste très très fort de dire, pour apprendre la morale, il faut regarder les bois, la forêt. Et c'était un livre, par contre, qui ne vient pas, et c'est une première réponse à votre question, qui ne vient pas de nulle part. En fait, toute cette attention, même philosophique, aux plantes, vient d'une révolution qui a eu lieu en biologie à partir des années 60, lorsque Lynn Margulis, qui est peut-être la plus grande biologiste du siècle passé, a redécouvert l'origine symbiotique de la cellule eucaryote, c'est-à-dire l'idée que le fait que la cellule qui est à la base de l'organisation, disons, complexe de la vie dans les règnes animal et végétal, la cellule qui distingue un noyau du reste du cytoplasme, a été engendrée non pas par un mécanisme de prédation, ou de compétition, mais par un mécanisme de symbiose, en fait. Donc, elle a démontré par ce geste même que donc, ce qui définit l'évolution de la vie est beaucoup plus la symbiose, c'est-à-dire un comportement du coup coopératif, de collaboration, plutôt qu'un mécanisme de compétition, de prédation, etc. À partir de cette donnée, en fait, du coup, on s'est rendu compte que petit a, en fait, on avait interprété l'histoire de la vie surtout à partir de modèles tirés des animaux. En fait, on s'était rendu compte que la plupart des mots qu'on utilise et des concepts, des modèles qu'on projette sur la vie qui est non humaine sont tirés de l'observation des animaux. Même, par exemple, entre autres, l'idée que l'intelligence soit une conséquence de la présence d'un cerveau, ce n'est pas une évidence biologique, c'est juste un biais produit par le fait qu'on fait des tests pour tester ou pour comprendre ce que c'est l'intelligence avec des humains et des rats. Jamais, on ne se pose jamais face à un chêne et pour se dire qu'est-ce que ça veut dire, dis-nous ce que ça veut dire penser. Et petit b, on a compris que, en fait, pour comprendre la vie sur une échelle planétaire, les plantes sont beaucoup plus importantes que les animaux. En fait, la botanique a beaucoup plus de poids comment dire, si on veut déchiffrer non pas la vie d'un être vivant, mais la place de la vie à l'échelle planétaire, la botanique est beaucoup plus importante que la zoologie. Et ça a aussi, par exemple, déclenché une révolution à l'intérieur de la botanique. En fait, on est dans une époque très, comment dire, chanceuse. On a eu la chance d'avoir des figures incroyables de gens en France, Francis Allais, en Italie, Stefano Mancuso. Ce sont des très grands scientifiques et des très grands penseurs au sens large du terme. Donc, il y a eu un changement majeur qui a fait de la botanique, qui a été pendant des siècles un peu une science un peu Cendrillon, qui était égaré dans le catalogage de la diversité végétale, le laboratoire pour l'élaboration l'invention d'une métaphysique alternative. Et c'est à partir aussi de là, comment dire, il y avait d'un côté, après ce passage à lycée agricole, j'ai continué à lire plein de littérature, donc c'est sûrement cela qui m'a poussé à écrire sur les plantes. Après, ce qui est fascinant, pour moi, ce qui m'est fasciné, ce que j'ai essayé donc du coup de mettre dans les livres, ce sont deux aspects. Tout d'abord, l'effet que les plantes sont ils incarnent un peu les débuts du monde, mais à l'intérieur du monde. En fait, on lit tous et toutes dans n'importe quel manuel de botanique que si ce monde est habitable, c'est parce que les plantes, tout d'abord, libèrent l'oxygène qui est un peu leur byproduct, leur déchet, et ensuite elles sont surtout celles qui arrivent à capter la lumière solaire, qui est la source d'énergie la plus importante sur cette planète, et à l'insuffler dans la chair minérale de la planète et la rendre disponible aux autres vivants. Donc au fond, chaque fois qu'on regarde une plante, on ne regarde pas juste un élément du mobilier planétaire, on regarde un peu les Big Bang en face de nous. Ce qui est déjà très intéressant, parce que ça change tout ce qu'on appelle cosmologie. En fait, les débuts du monde est en face de nous, et dans nos appartements, juste à côté,
on dort à côté du Big Bang en fait. Donc c'est déjà étonnant. C'est étonnant aussi le fait que si on observe la vie, comment dire, le monde à partir du point de vue de la plante, ce qui est étonnant, c'est parce que on se rend compte à quel point les soleils, ça peut-être c'est l'une de manière très comment dire, encore très presque psychanalytique, mais à quel point les soleils est important dans notre vie. On est très ptoléméen, on est obsédé par la terre, les sols, mais en fait tout ce qu'on fait, là je parle, vous êtes là, et toute cette énergie qui nous anime est une énergie extraterrestre qui vient du ciel en fait, et qui fait de nous des aliens qui bougent, qui font bouger la surface ou la chimie de cette planète. Ça c'est assez étonnant, je trouve, c'est assez beau. Et tout ça c'est grâce ou à cause des plantes. Les plantes font un soleil et aliénisent un peu la Terre, la rendent quelque chose d'extraterrestre en fait. Nous sommes un peu des étés qui se baladent dans cette atmosphère. Et la dernière chose qui m'est passionnée dans les plantes, c'est cette imagination incroyable dans la matière, le fait qu'elles arrivaient à créer de formes inouïes. Il suffit de penser aux fleurs ou aux fruits, sans même passer par... comment dire, c'est une imagination active, mais qui cisselle la matière comme nous, on arrive très rarement à faire. Donc c'était un peu ça ce qui me fascine encore aujourd'hui de la vie végétale. Merci. On voit très bien dans les références que vous citez, et qui ne sont pas les références habituelles d'un philosophe formé dans la tradition voilà, de nos universités, que l'histoire naturelle, que vous en avez une très bonne connaissance déjà par votre formation, même si vous prétendez en rester à un niveau d'amateur, mais enfin vos connaissances sont très solides, et qu'en même temps, alors outre ces connaissances, disons, scientifiques, vous êtes très sensible aux possibilités, même aux exploitations métaphoriques que permettent l'usage de l'image des plantes, la circulation, la coopération, le rhizome, l'idée de circularité, de saison, ce sont des choses que vous mettez très fort en avant. Une des raisons qui explique sans doute, et ça a pu être critiqué, le succès du livre de Wohlleben, c'est qu'il parle de phénomènes que les scientifiques désignaient par des termes comme interaction, et lui en parle en termes de langage. Et rien que ce changement de perspective-là nous rend ça beaucoup plus sympathique et intéressant, puisque quelque part nous sommes invités à participer. Et en même temps, vous êtes aussi très sensible, c'est le cas de le dire, enfin le mot est donc mal choisi, ce qui est très central aussi, c'est l'attention chez vous pour le monde sensible, le monde des objets. Ça rejoint également, alors là je parle en littéraire, ça rejoint aussi une des manières qu'est en train de réinventer la littérature d'aujourd'hui pour dire la manière d'être au monde et le fait de partager un monde avec les autres. On voit aussi de plus en plus d'écrivains qui sont attentifs à une question qui s'inscrivent dans une écriture des sens. Alors peut-être un mot sur cette importance du monde sensible qui vous fait aussi, qui fait de vous aussi un observateur attentif des objets, des choses et du rapport que nous pouvons entretenir avec cela, choses qui ne sont pas nécessairement, qui appartiennent pas nécessairement tous aux vivants. Et oui, je voulais peut-être juste défendre un peu le livre de Peter Wohlleben qui a été, comme vous dites, attaqué pour une sorte d'anthropomorphisme qu'il utiliserait. Alors, il y a deux questions. Tout d'abord, on s'attaque violemment, d'ailleurs pas que à Peter Wohlleben, qui est quand même un garde forestier, mais on s'attaque même aux scientifiques comme Stefano Mancuso qui essayent de dire, de démontrer même scientifiquement que les plantes pensent. On s'y attaque parce que, en effet, dire que les plantes parlent ou que les plantes pensent, ou comme Stefano Mancuso est en train de démontrer maintenant qu'il y aurait une éthologie végétale, signifie briser énormément de lieux communs et de sûreté,
de trucs consolatoires qui cimentent notre culture. Même, je l'énonce juste sans prendre position, mais si on commence à dire les plantes pensent, les plantes ont une autoconscience, tous les débats autour du véganisme, etc., s'écroulent en 2 secondes. Donc, ce sont des questions très, très délicates sur lesquelles la science, malheureusement, n'est pas toujours, autonome et objective. Et c'est pour ça qu'il y a des combats très, très violents qui sont en cours, qui sont très passionnants, et que c'est difficile parfois d'affirmer des évidences empiriques parce que les résistances ne sont pas d'ordre scientifique, elles sont d'ordre moral, religieuse, parfois religieuse au sens très très large du terme. En fait. Donc il y a cet aspect. Et de ce point de vue, je voudrais peut-être utiliser une nuance aussi pour l'anthropomorphisme. En fait, c'est quelque chose qui, et ça participe un peu de cette voix sensible dont vous parliez, c'est quelque chose qui est souvent, accusé d'être une pratique tout d'abord grossière, rudimentaire et donc ni scientifique ni littéralement acceptable, et surtout d'être une pratique au fond qui relèverait d'une attitude anthropocentrique. Alors qu'en fait, moi je suis un très très grand mais je défends l'anthropomorphisme, peut-être parce que je suis père d'une fille qui a 6 ans, donc en effet, on passe les temps à faire ces exercices d'humaniser même les chaises, en fait, mais parce que c'est une opération qui est beaucoup plus intéressante de ce que l'on imagine. En fait, à chaque fois qu'on dit, par exemple, une plante pense, on n'est pas juste en train d'anthropomorphiser la plante, on est en train de végétaliser l'intelligence. Comme si on dit la plante est capable de penser, on n'est pas juste en train de projeter une qualité humaine sur la plante, on est en train de dire que la qualité qu'on considérait être purement humaine, c'est-à-dire la pensée, la conscience, l'intelligence, est quelque chose d'aussi végétal. Donc il y a quelque chose à nous qui est aussi végétal, ou qui est en deçà de l'opposition entre l'humain et les non-humains. Donc c'est intéressant, c'est quelque chose donc du coup qui réinterroge la place de l'humain au lieu de la rassurer. Donc c'est une opération intéressante. C'est une opération légitime parce que, au fond, d'un point de vue strictement biologique, l'idée que nous serions purement humains, c'est une bêtise en fait. Au fond, on sait qu'à cause de l'évolution, notre identité biologique d'espèce humaine est un patchwork, est un bricolage qui se compose de morceaux d'identité passée d'un nombre d'espèces immense. Il suffit juste de regarder un ADN pour comprendre à quel point c'est fait des morceaux qui viennent de formes de vie très très différentes, mais il suffit de se regarder au miroir et de remarquer qu'il y a un nez, des yeux, une bouche, des oreilles qu'on partage avec des milliers d'autres espèces, pour comprendre que donc notre corps nous donne accès à une vie qui est en elle-même biodiverse, qu'on est des os vivants, des os ambulants en fait, et que donc, comme à nous, il y a déjà énormément de formes de vie différentes, enveloppées dans un vêtement auquel nous donnons les noms d'humains, on a tous les droits de dire, ben voilà, on retrouve des choses chez les écureuils, chez les plantes, etc. Donc on a tous les droits d'anthropomorphiser les mondes parce que beaucoup de formes de vie qui sont à l'extérieur de nous sont déjà à nous. On participe déjà, et c'est très très important de relever cette communauté entre nous et entre guillemets les non-humains. Et c'est très important, et je reviens donc à l'élément central de votre question. C'est très important parce que cette communauté n'est pas une communauté logique, abstraite, purement conceptuelle, c'est une communauté. C'est un partage sensible, on partage les mêmes gènes, on partage les mêmes corps, on partage la même chair en fait. Donc c'est pour ça que le rapport qu'on peut avoir aux autres formes de vie est un rapport sensible. Il doit rester un rapport sensible. Il ne faut pas, passer par tout un tas de spéculations morales, conceptuelles, historiques. On n'a pas besoin de passer par... les prêches de l'écologue du Tour qui nous impose le respect des autres. On sait ce que ça veut dire être
un être vivant, et on peut s'imaginer très très facilement, il ne faut pas ce que c'est la vie d'une fourmi ou d'une blatte, par exemple, ou d'un insecte, ou d'une araignée, ou d'un chêne, en fait. On partage avec n'importe quel être vivant la même existence sensible, et pas juste des éléments chimiques, en fait. Voilà pourquoi il faut, sur ces questions-là, et sur d'autres questions, mais on parlera peut-être plus tard de la question du sensible en général, mais sur ces questions, il faut parcourir la voie du sensible, et c'est pour cela que, à mon avis, en fait, l'écologie est plus une question artistique qu'une question scientifique. En fait, je milite pour que ça soit les artistes au sens large du terme, donc les littéraires, les écrivains, les poètes, mais aussi les artistes plastiques, les cinéastes, n'importe quelle discipline d'art, qui s'emparent des questions théologiques et qui arrachent, au fond, l'écologie à la morale vers laquelle elle est en train de glisser de plus en plus, pour en faire une question de sensible, une question surtout d'imagination du monde commun, parce qu'au fond, la vraie question écologique n'est pas ce à quoi il faut renoncer ou l'ensemble des espèces qu'il faudrait respecter. La question écologique principale, c'est quelle forme donner, quelle forme sensible, concrète, comment façonner les mondes partagés pour qu'on puisse vivre ensemble, mais vivre ensemble de manière agréable. Au fond, la cuisine est plus à même de résoudre ces genres de questions que la science de la cuisine, que voilà, une science abstraite qui nous dise les préceptes, qui livre des préceptes d'ordre moraux. Oui, très bien. Donc, en fait, vous êtes en train déjà de dire que Wittgenstein se trompait quand il disait, enfin affirmait de manière assez péremptoire que si on pouvait converser avec les lions, ils n'auraient rien à nous dire. Déjà, parce qu'on partage beaucoup avec les lions, à vous entendre, on aurait clairement des choses à se dire. C'est le constat aussi que font un certain nombre d'éthologues, comme Karl Safina ou Franz de Waal, qui travaillent sur le deuil des animaux et des choses comme ça. On voit très bien que ces questions là ont eu clairement, enfin, et c'est une raison pour laquelle j'avais énormément apprécié vos livres, qui trouvent une résonance aussi dans la philosophie. Vous avez mis très régulièrement aussi, outre l'idée de bricolage et de construction, l'idée vous avez mis en avant l'idée de continuité entre les différentes formes de vivant, et même entre le vivant et l'inanimé, puisque nous sommes aussi bricolés à partir d'éléments tout à fait inertes. C'est peut-être ça qui vous a amené à vous intéresser à un sujet, alors pour le coup beaucoup plus largement partagé déjà par les littéraires, par les philosophes aussi, qui est la question de la métamorphose, auquel vous venez de consacrer un nouveau livre, là encore toujours avec ce soubassement de très bons connaisseurs de réalités scientifiques de l'histoire naturelle qui sont toujours présentes. J'ai peut-être senti une évolution entre la vie des plantes et métamorphose, où vous mettez encore plus l'accent dans métamorphose sur la métaphore organismique, sur Gaïa, sur la communauté de la vie, ou bien c'est ma lecture qui a été influencée, enfin chronologique. J'avais l'impression que c'était moins fort encore dans la vie des plantes, et que là vous l'assumez beaucoup plus comme vous venez de l'exprimer. Alors, je voudrais revenir à ces questions de métamorphose, et qui impliquent quelque part un bricolage, les hybrides aussi, en vous demandant de réagir à une citation que j'aime beaucoup. Elle est d'un écrivain qu'on ne lit plus, et qui disait, c'est André Gide, et André Gide disait déjà qu'il n'y a pas de retour à la Terre. Ça avait déjà été à la mode à son époque. Il n'y a pas de retour à la Terre. Il n'y a qu'un vrai retour à la Terre, c'est la mort qui voit notre corps se décomposer. Mais il a eu, et c'est là, je vous poserai la question, j'aimerais bien entendre le philosophe parler. Il a une autre phrase très très intéressante et qui touche au cœur de la philosophie, au gnothéséoton, au connais-toi toi-même.
Et il dit ceci, et j'ai très souvent pensé à lui en vous lisant, puisque vous étudiez la question des chrysalides, des transformations, etc. Et André Gide dit ceci, il dit connais-toi toi-même. Alors en gros, il dit que c'est une maxime pernicieuse et vraiment idiote. Enfin, sa condamnation était assez forte. Et alors la suite est intéressante et j'aimerais bien que vous réagissiez à cela. Il dit le gnotiseuton, se connaître toi-même, c'est pas intéressant parce que, dit-il, la chrysalide qui chercherait à bien se connaître ne deviendrait jamais papillon. Alors voilà. Qu'est-ce que ça peut suggérer chez vous qui vous êtes quand même très fort intéressé à ces questions de transformation? Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui disparaît? Parce qu'évidemment, votre livre sur la métamorphose est en fait, pas un plaidoyer, mais une manière de nous faire sentir que rien ne nous appartient. Vous avez à certains moments des formules, Gaïa vient à travers nous, et nous ne possédons rien en propre, c'est toujours quelque part le monde qui parle en nous, Gaïa qui parle en nous. On n'a donc pas, à la limite, pas de corps ni d'identité. Voilà, à partir de cette phrase de Gide et sur cette idée de métamorphose dans ses rapports avec la philosophie, dans quel sens est-ce que vous pourriez réagir? Oui, surtout pour le côté de la vérité de l'individu aussi. Enfin. Comment? Est-ce qu'on peut aussi pour la question de la vérité de l'individu, est-ce qu'à partir du moment où on dit que voilà, on est plutôt un lieu de passage qu'une identité bien définie, que veut dire l'identité? Est-ce qu'on peut se connaître soi-même? Oui, l'adage est très très beau, je ne les connaissais pas, donc merci beaucoup. Et je les partage entièrement. Et c'est juste parce que, par exemple, dans les cas de la chrysalide que j'ai aussi cite, ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, ce qui est étonnant dans la métamorphose, c'est qu'on a une deuxième vie qui surgit dès la première, une continuité entre deux vies qui ne partagent rien d'un point de vue anatomique. Les papillons est assez indéduisible de la chenille. Mais aussi d'un point de vue moral, en fait, un papillon, c'est un satyre qui ne fait que chercher de faire l'amour quelque part, alors que la chenille ne pense qu'à manger, en fait. Donc, même moralement, ils ne sont pas très... et d'un point de vue écologique, ils vivent dans deux contextes séparés. Et ça, c'est déjà très intéressant, parce que ça veut dire qu'au fond, tout vivant n'est jamais reconduisible. On ne peut jamais les rabattre en une identité, que ce soit anatomique, morale ou même écologique. En fait, la vie, c'est ce qui permet de produire quelque chose qui ne se laisse pas déduire des présupposés. C'est au fond ça, là. Même si on compare Mars et la Terre, l'effet qu'il y a de la vie sur la Terre, ça veut dire qu'on peut pas déduire tout ce qui se passe sur Terre des données strictement physico-chimiques. C'est de l'imprévisible. Et c'est la même chose pour... c'est bête, mais ça peut paraître bête, mais c'est l'évidence, en fait. C'est la même chose pour nos destins individuels. Au fond, méconnaître signifierait, au fond, savoir que je suis sorti du corps d'une femme. Déjà, voilà, il y a eu cette surprise. En plus, ma mère a eu... j'ai eu un frère jumeau, donc voilà, elle a produit deux êtres qui avaient un sexe différent, qui ont fait une vie très très différente. Donc il y a c'est la définition même de la vie d'une puissance dont l'effet n'est jamais comparable à la cause, en fait. Métaphysiquement, c'est ça la vie. Et d'un point de vue biologique, c'est intéressant au fond, parce que si on reste sur la naissance, parce que qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle de manière très abstraite parce que je n'ai jamais fait cette expérience, mais au fond, donner naissance à quelqu'un ou à quelqu'une, en fait, signifie d'avoir la capacité de se réjuvéner, de rebobiner son propre corps et sa propre expérience, de revenir au jour zéro. En plus, comme on se reproduit sexuellement, on mélange ce propre morceau de corps au jour zéro avec un morceau de corps de jour zéro d'un autre individu, et hop, on le libère et on l'oblige à répéter, techniquement à répéter la même vie, mais de fait, ces nouveaux individus jour zéro qui partagent tout, parce que moi je partage tout
avec mon père et ma mère. Et pourtant, voilà, ce recyclage, cette répétition, cette deuxième tentative a produit des effets qui sont vraiment pas comparables avec la cause. Donc, ce point de vue, c'est le mystère même et la beauté, l'énigme de ce qu'on appelle vie, et aussi la difficulté, parce que de fait, ça veut dire qu'au fond, voilà, moi je suis la deuxième tentative d'une vie qui a déjà existé. Et du coup, c'est pour ça que la vie est très difficile, parce que mon corps n'était pas fait pour faire la vie que je suis en train de l'obliger à faire, en fait. Donc, il était, comment dire, esquissé ou fait pour vivre peut-être là où mes parents vivent, etc. Et ce qui est... Il y a un autre paradoxe qui me fascine dans cette espèce de continuité, mais qui est juste un prétexte pour faire là encore du n'importe quoi avec la même matière. Au fond, là aussi, la vie est la ruse de la Terre qui fait du n'importe quoi avec toujours un ensemble de 4, 5, 6 éléments, en fait, et qui s'invente des choses incroyables dans un théâtre d'illusions, dans un carnaval qui ne cesse pas de se modifier. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la naissance, qui est peut-être beaucoup plus que la mort, la chose la plus intéressante, l'invention la plus géniale que la vie, parce que la naissance, c'est l'obligation à changer dans la continuité, au fond. La mort est juste une conséquence du fait qu'on veut faire naître des vivants, c'est-à-dire qu'on oblige tout vivant non pas à surgir d'un morceau d'éléments qui n'ont jamais été visités par la vie, mais à prendre une vie qui est déjà un acte. Mais ça veut dire que nos corps véhiculent une vie qui est beaucoup plus ancienne que nous-mêmes. En fait, moi, j'ai 44 ans, mais la vie qui est à moi, comme elle était déjà là lorsque je suis né, elle a au moins 74 ans, parce que ma mère m'a accouché à 30 ans, mais ma mère aussi était née. Donc la vie que je véhicule a le même âge de l'humanité sur Terre, mais comme toute espèce aussi se produit en continuité avec les espèces précédentes, c'est un peu ça ce que la théorie de l'évolution nous dit. Donc chacun de nous a le même âge, c'est étonnant, le même âge du premier vivant sur Terre. En fait, nous sommes des êtres hyper vieux, mais d'une vieillesse qu'on n'arrive même pas à calculer, peut-être des millions d'années, des milliards d'années, mais tout jeune en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est une bêtise de se dire connais toi-même, parce que nous, on est le premier ancêtre vivant sur Terre, mais qui, au lieu de se connaître à un moment donné, toujours, elle change de visage au fond. Au fond, nous sommes ce même look. On appelle le premier vivant Luca les last unique common ancestors. Donc c'était les premiers groupes d'éléments qui ont commencé à faire cette danse qu'on appelle vie. Mais ce groupe d'éléments, au lieu de se dire je suis ce type, au fond, il est d'un bovarisme incroyable. Il a toujours imaginé d'être différent de ce qu'il est, en fait. Et ce qui l'a amené à produire un tas d'espèces différentes. Et à l'intérieur de toute espèce, un tas d'individus souvent incompatibles, en fait. Donc, voilà. Oui, non, merci beaucoup. On arrive malheureusement déjà à la fin de l'entretien et on m'a dit de bien tenir à l'œil la montre aussi. Ça me fait penser à un écrivain que vous connaissez peut-être pas, mais sur lequel je viens d'acheter un manuscrit, qui est Pierre Gascard, qui justement a fait énormément sur le règne végétal, qui a écrit un livre absolument merveilleux sur le lichen, justement aussi en une osmose. Il y a très peu de littérature là-dessus, un très bon auteur. Et en vous écoutant, on voit qu'en fait, vous partagez au moins une idée, celle selon laquelle, à partir d'une perspective en fait matérialiste, parce que voilà, on est dans une perspective matérialiste, il n'y a que le monde qui parle, et l'histoire du monde parle à travers nous, à travers notre corps, à travers justement les métamorphoses d'une génération à l'autre, mais aussi les métamorphoses des éléments naturels. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de devenir une prise de conscience générale qui participe d'un changement
paradigme en philosophie, mais aussi en littérature et ailleurs. Et je vous remercie pour nous avoir invités à traverser ça ensemble. J'aurais encore beaucoup de questions. J'aurais bien aimé vous entendre aussi sur la place que vous accordez aux images et du coup aussi à la question justement de l'usage qu'on peut faire des images dans une perspective justement écologique, puisque par exemple aussi vous plaidez alors ailleurs pour un usage et une manière de se réapproprier la publicité. Peut-être juste en conclusion, on a encore un petit instant, d'où cette force que vous voulez accorder à la publicité et aussi pour se la réapproprier de manière positive. J'ai une vraie curiosité là-dessus, on a encore quelques instants. La publicité est juste, en fait, c'est la forme actuelle de ce qu'on appelait rhétorique dans les passés. Donc c'est juste une rhétorique urbaine, car ce lieu d'existence, ce sont moins les livres, moins les magazines que les murs physiques ou les murs digitales, en fait. Donc, c'est une rhétorique morale, en fait. Au fond, l'idée d'associer une image et un jingle, c'est-à-dire un adage, vient de la littérature des emblèmes ou des imprese. Donc, ce n'est pas du tout. Il faut arrêter de lier l'existence de cette forme de communication à l'existence du capitalisme, en fait. C'est au contraire étonnant que, au fond, si on y réfléchit, que l'économie capitaliste qui dit que les choses peuvent être définies que par une valeur d'usage, une valeur d'échange, soit obligée à recourir à cette énorme littérature ou iconographique urbaine à ciel ouvert qui n'est fait que dire que les choses ne se définissent ni par une valeur d'usage, ni par une valeur d'échange, mais par l'effet qu'à travers elles, on arrive à être heureux. Et donc la seule définition de choses est morale, en fait. Donc de ce point de vue, évidemment, l'écologie devra passer par la publicité parce que la publicité a été la première doctrine qui fait du bonheur quelque chose qui ne se trouve pas dans les ciels, ni dans les actions, mais se trouve dans la matière et dans la façon dont la matière s'organise, en fait. Et au fond, ce qu'on essaie de faire avec l'écologie, c'est exactement cela. Donc, voilà. Très, très rapidement. Merci beaucoup. Je voulais quand même qu'on puisse entendre aussi ça, parce que voilà, c'est un autre aspect, c'est un peu séparé, mais je sais que ça vous tient à cœur, et moi aussi, je trouvais que c'était une façon originale. Il me reste à vous remercier très chaleureusement aussi pour la liberté avec laquelle vous avez parlé. Je conseille à tout le monde de prolonger l'échange en allant vous lire. Ça fourmille de pistes et vraiment très souvent très original. Donc, merci. Un grand merci Emmanuel et au plaisir. Merci Pierre. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.